Est-ce qu'un dictateur organise des élections? J'ai déjà donné une conférence ici sur ce sujet, où j'ai démontré qu'un dictateur n'organise jamais les élections. Parce qu'une élection, par définition, est une opération par laquelle sont sollicités les suffrages réels d'un peuple pour déléguer ses pouvoirs à des dirigeants qu'il choisit librement, de façon transparente, équitable, juste. C'est ce qu'on appelle une élection. Mais en tyrannie, en dictature, il n'y a pas d'élection. On organise des parodies d'élections, quelque chose qui ressemble à l'élection, mais qui n'en est pas. Le but est de donner une légitimité apparente, cosmétique, artificielle, à un régime pourri de la tête aux pieds. C'est ce que j'appelle les parodies électorales de la France-Afrique. Ça, ce sont les données de base de la situation. Alors, quand on a affaire à une dictature, en tant que peuple, il y a deux possibilités. Soit on s'engouffre dans les élections superficielles, artificielles, organisées par la dictature, et à travers la contestation de la fraude électorale, on peut arriver à faire reculer la dictature et à obtenir une alternance. Ça, c'est la voie qu'on appelle la voie réformiste. La voie réformiste. C'est-à-dire qu'on va essayer de progresser à l'intérieur du système et de le faire reculer petit à petit. L'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le réformisme, dans des situations dictatoriales, a quelque chose d'assez proche avec l'évolutionnisme dans la situation coloniale. La doctrine évolutionniste pendant la colonisation disait que les Africains devaient être calmes et que progressivement, par la volonté de Dieu, progressivement, peu à peu, ils sortiraient de leur barbarie et ils commenceraient à apparaître et à se rapprocher de l'idéal absolu de l'homme blanc. C'était ça la doctrine de l'évolutionnisme colonial. C'est-à-dire que les Africains étaient condamnés à être sur une ligne imaginaire qui menait de l'animal légèrement inférieur à l'Africain, jusqu'à l'homme blanc tout en haut. Et l'Africain devait marcher lentement sur la ligne qui le conduirait, mais jamais tout à fait au bout, vers la même situation que l'homme blanc. Cette ligne-là, c'était la ligne de l'évolutionnisme colonial. On va aller doucement, doucement. Vous ne pouvez pas être comme nous. Réfléchissez, c'est pas possible. L'ingratitude est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Hein? Vous connaissez un contemporain qui a rappelé ça aux Africains, non? L'ingratitude n'est pas une maladie transmissible à l'homme. Celui qui a utilisé cette formule se proclame homme et dit que les Africains qui ne l'ont pas remercié pour toute la barbarie coloniale, négrière, néocoloniale et consorts, que ces Africains ne sont pas des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils sont ingrats. Or, l'ingratitude est une maladie qui ne se transmet pas aux hommes. Donc, dans l'évolutionnisme colonial, il y avait ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est-à-dire que quel que soit l'effort que le colonisé va faire, il ne sera jamais l'égal du colon. Et c'est ça le piège de l'évolutionnisme colonial. On retrouve ça dans une certaine théorie réformiste face à des régimes dictatoriaux. Les réformistes disent petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est-à-dire qu'ils disent que, au fur et à mesure que le régime va organiser des élections truquées, la contestation va monter jusqu'à ce que le régime soit obligé d'organiser des élections transparentes. Et là, il va perdre le pouvoir. Ça, c'est la voie du réformisme, qui est une copie de l'évolutionnisme colonial. L'évolutionnisme colonial, eh bien, son équivalent, c'est le réformisme en dictature, le réformisme dictatorial. Ça, c'est donc une voie. Mais il y a une autre voie. C'est la voie de la révolution citoyenne populaire. Cette voie aussi a deux possibilités. Soit c'est la révolution citoyenne populaire armée, et ça, c'est la responsabilité des hommes armés. Là, c'est l'affaire des militaires, de gens qui sont capables de combattre avec des armes de guerre. Soit c'est la révolution populaire, citoyenne, sans armes. L'arme étant ici le pouvoir du nombre, le pouvoir de la masse sur l'appareil répressif d'État. Votre serviteur a toujours prôné, dans les dictatures, l'usage de la deuxième arme, à savoir la révolution populaire citoyenne, avec le pouvoir de la masse sur l'appareil répressif, la submersion de l'appareil répressif, afin de mettre en œuvre des transitions qui nous permettent à terme d'organiser de vraies élections. La question qui se pose au Cameroun, c'est
quand vous regardez la situation du Cameroun, une dictature de plus de 64 ans, une dictature de bientôt 65 ans. Parce que le régime d'Aïdjo, 1959, 1982, soit pratiquement 23 ans. Le régime de Biya, 1982, 2025, soit maintenant bientôt 43 ans, en tout cas 42e année. Ces régimes sont des dictatures. Ce sont des régimes où les institutions sont sous le contrôle du dictateur. Il contrôle par les nominations, il contrôle par la corruption, il contrôle par la violence. Et même la justice est entre ses mains. Les magistrats de la Cour constitutionnelle sont des obligés du président de la pseudo-république bananière. Il les nomme tous et ils sortent presque tous de son propre parti politique. La commission électorale, elle est dominée par ses partisans. Et elle n'a même pas le pouvoir de proclamer les élections sans que lui n'ait donné l'imprimatur. Donc, en fait, au Cameroun, comme dans toutes les dictatures, et c'est la situation de la Côte d'Ivoire, par exemple, mais écoutez, la voie électorale est condamnée à reproduire la dictature. La voie électorale est condamnée à aller vers la parodie électorale. C'est ça la situation. Donc, dans cette situation, en effet, l'opposition réformiste utilise, elle a raison, toutes les voies de recours. Mais l'erreur qu'elle commet, c'est de penser qu'elle a affaire à un état de droit. On peut utiliser des voies de recours dans des pays où il reste encore un peu de l'état de droit. C'est la posture dans laquelle je suis ici en France. J'utilise des voies de recours parce que c'est possible. La contestation de la politique africaine de la France, à laquelle je me livre à partir de la France, cette contestation est possible parce qu'il reste quelque chose de l'état de droit français. D'accord? La même contestation, en partant du principe que je serais dans un pays comme le Cameroun, eh bien, je serais normalement un mort. Dans le meilleur des cas, un prisonnier. Et c'est sûrement un exilé. Nous le savons, oui ou non? C'est parce que dans les pays occidentaux où nous vivons, nous qui sommes par exemple, il y a encore un embryon d'état de droit qui vit. Et qui fait que la brutalité des pouvoirs est obligée de passer par beaucoup de médiation. Alors que dans un pays comme le Cameroun, la brutalité du pouvoir n'a pas de médiation. Il n'y a rien qui les arrête. Dès qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils vous cherchent pour vous blesser, pour vous tuer. Ils vous cherchent vraiment tout de suite là, pour vous blesser, pour vous tuer. S'ils n'ont pas réussi, bon, finalement, ou pour vous emprisonner, ou pour vous chasser de votre pays. Voilà la nature du régime auquel nous avons affaire. Alors, moi, je ne dis pas simplement vive la France, je dis vive les révolutionnaires français. Parce que cet état de droit embryonnaire que nous avons encore et que menace la dictature de M. Macron, il a été obtenu par des luttes du peuple français. Et des peuples du monde qui ont accompagné le peuple français dans sa lutte contre le nazisme et le fascisme. Ça aussi, nous les Africains, nous y sommes pour quelque chose. L'état de droit existe en France parce que mes ancêtres ont combattu ici contre le fascisme et le nazisme. Attention, quand on dit vive la France, il faut dire vive la France révolutionnaire. Ajoutez révolutionnaire. Vive la France révolutionnaire. Vive la France antifasciste. Vive la France antiraciste. Nous n'avons rien contre cette France-là. Vous avez compris? Et c'est grâce à ces luttes révolutionnaires, eh bien, des Françaises et des Français du passé et des alliés de la France, qu'il y a un embryon d'état de droit qui survit malgré toutes les vésanies en France et qui menace de disparaître en permanence. Parce qu'en fait, l'état de droit, tant qu'on ne le défend pas, il s'effiloche, il s'effrite. Mais je reviens à la situation camerounaise. Si on est un opposant civil, ce sur quoi on peut compter face à une dictature, c'est une immense mobilisation populaire. Je l'ai dit et je le répète. Les forces de défense et de sécurité du Cameroun ne peuvent pas empêcher 2, 3, 4 millions de Camerounais d'imposer une transition. Si nous réussissons à mobiliser au Cameroun 1, 2, 3, 4 millions de Camerounais dans toutes les rues du Cameroun, nous obtenons une transition vers une nouvelle république. Le nombre massif de la mobilisation sera tel que les forces de défense et de sécurité ne tenteront même pas. Elles vont commencer à esquisser au départ la volonté de réprimer, mais devant la masse de la mobilisation, elles vont y renoncer. Réprimer, quand vous avez une mobilisation énorme, est suicidaire. Les policiers le savent. Les gendarmes que vous voyez là sont des êtres humains.
Ils ne veulent pas mourir en réprimant. Quand ils répriment, ils veulent pouvoir rentrer chez eux dormir. Mais le jour où on est 1 million, 2, 3, 4, 5, 6 millions dans les rues d'un pays comme le Cameroun, c'est fini. Ce sont même les policiers et les militaires qui commencent à embrasser la population. Vous n'avez pas vu ça ailleurs? Vous pensez que les forces de défense et de sécurité, à un moment donné, basculent pour le peuple? Pourquoi? Mais parce que le peuple est tellement mobilisé que les forces de défense et de sécurité elles-mêmes se rendent compte que réprimer, c'est se suicider. Pour moi, un pays comme le Cameroun ne peut se récupérer que par une immense mobilisation populaire. Or, le pays est bloqué justement par des forces qui empêchent les Camerounais de se concevoir comme un seul et même peuple. Et j'ai déjà écrit un livre, dans lequel j'ai décrit ces forces. Là, le livre est là. Le médicament est dedans. Il y a 7 démons qui paralysent les Camerounais et qui empêchent les Camerounais d'agir comme un peuple, c'est-à-dire de procéder à l'immense insurrection citoyenne, non armée, populaire et massive, à inonder l'appareil d'État pour récupérer leur souveraineté. Les 7 démons, ils sont ici, ils sont ici, dans ce livre. Ils sont analysés et je dis comment il faut les exorciser. Je ne vais pas recommencer à vous les lire tous. Je les ai examinés ici. Les 7 fléaux. Vous allez à partir de la page 19 de ce livre. Les 7 fléaux du Cameroun contemporain et leurs remèdes. S'il y a quelque chose sur quoi nous devons travailler, c'est sur ces 7 fléaux. 1. Le tribalisme ou ethnicisme, qui est devenu un mode de vie normal chez la plupart des Camerounais. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de se mobiliser. Parce que le tribalisme est devenu une catégorie mentale, structurelle et ontologique. Mais de la majorité des Camerounais. Oui. Deuxième problème, l'esprit magique ou le règne de la superstition. La tendance à expliquer les problèmes par des causes qu'on ne maîtrise pas, des causes imaginaires. L'esprit magique. Troisième problème, la corruption généralisée. La corruption. Des gens qui sont prêts à vendre leur âme pour un plat de lentilles. Il y en a en masse. Quatrième problème, la diversion artificielle. Oh là là. Décidément, mes amis côté Facebook n'ont vraiment pas de chance. Cette fois-ci, c'est une attaque qui les prive de m'écouter. Je vais continuer. J'ai parlé de la diversion. J'ai parlé de la diversion artificielle du peuple camerounais dans la luxure. La haine de la haute connaissance au Cameroun. La haine de la haute connaissance. L'absence de vision collective. L'absence de vision collective. Voilà. Ça fait partie des catégories. Et enfin, la haine de soi de l'Africain, une pathologie continentale et mondiale. J'ai examiné ces problèmes ici et j'en ai proposé des solutions. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour ma part, on peut toujours continuer à écrire au Conseil constitutionnel. Mais ce n'est pas un Conseil constitutionnel d'un État de droit. Ce n'est même pas un embryon d'État de droit que nous avons au Cameroun. C'est un non-État de droit, un anti-État de droit. Clément Atangana pourra toujours faire un torchon de toute la littérature qu'on lui adresse. Car il n'a de compte à rendre qu'à Paul Biya, celui qui l'a nommé. Dans la tête de Clément Atangana, il y a un seul homme à qui il a des comptes à rendre. Cet homme s'appelle Paul Barthélémy Biya. Alors, celui qui pense que Clément Atangana va lui rendre des comptes peut continuer à l'écrire. Quand on utilise la voie réformiste, il faut ne serait-ce qu'avoir des gens qui ont un petit faible pour le droit. Il faut avoir en face des gens qui s'embarrassent même un peu des formes. Il faut avoir en face des gens qui s'interrogent sur ce que pensera la postérité quand elle lira les actes qu'ils ont pris. Il faut avoir des gens qui ont peur de finir du mauvais côté de la jurisprudence et de l'histoire. Mais au Cameroun, là, les agents de Paul Biya qui sont planqués dans ces institutions bidons sont des gens sans mémoire, sont des gens sans histoire, sont des gens qui, en fait, ne créent rien ni personne, si ce n'est la perte du pouvoir. Leur maître l'a dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et c'est leur idéologie. Il leur faut durer à leur poste. Tout leur problème, c'est de durer à leur poste. Ils n'ont aucun autre problème. La misère du peuple camerounais n'est pas leur affaire. Donc, l'opposition réformiste évolutionniste peut continuer à écrire à Clément Atangana. On peut continuer à lui écrire. Bon, c'est intéressant parce que pour l'histoire, au moins, ça laisse des traces. Au moins, dans les archives, il sera dit qu'on lui avait écrit.
et qu'il a mal répondu. D'accord? Mais franchement, si nous ne brisons pas les 7 démons qui paralysent le peuple camerounais dans ses chaumières et qui l'empêchent d'agir comme un grand peuple, et notamment d'agir à partir de sa conscience de peuple africain, la conscience panafricaine, si nous ne parvenons pas à déclencher ce processus-là, eh bien, on va rester dans le ronronnement de l'évolutionnisme colonial et néocolonial. On va rester dans le réformisme évolutionniste, hein, hérité de l'idéologie de l'entrisme. Hein, l'idéologie de l'entrisme. Hein. Soyons patients. Un jour, le soleil se lèvera. Bon, il faut quand même qu'on mette un peu d'effort à faire lever le soleil. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.